Installez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, les retardataires arrivent, s'installent discrètement. Bien. Alors, nous allons continuer nos débats autour de la charte d'engagement des acteurs privés du grand âge en nous intéressant maintenant à la façon dont la question de la maltraitance doit être appréhendée. Qu'elle soit volontaire ou liée au manque de moyens, elle n'a évidemment aucune place dans les pratiques des professionnels du grand âge. La repérer, la prévenir, y répondre quand elle est constatée, avec tolérance zéro sur les résultats, ce sont là des enjeux cruciaux. Nous en parlons avec 3 nouveaux intervenants que je vous présente, à commencer par Pierre Tchernikov. Vous êtes président de la Fédération 3977. C'est le numéro national dédié à lutter contre les maltraitances envers les personnes âgées et les adultes en situation de handicap. À côté de vous, Annie Devivy, qu'on connaît, gérontologue, fondatrice du magazine en ligne agevillage.com et agevillagepro.com, directrice des formations Humanitude, autrice de Vieillir debout. Il relève le défi. Et puis enfin, Pierre-Yves Guyavarch, le directeur général de ACP-PA, qui est un groupe associatif, on le rappelle. Bienvenue à tous les 3. Alors, on va rappeler l'engagement numéro 4 de la charte. Elle nous intéresse. Il nous intéresse, cet engagement. Analyser et prévenir le risque de maltraitance au sein de nos organisations avec une analyse annuelle des risques de maltraitance qui sera effectuée par un organisme externe. On rappelle que selon l'OMS, après 60 ans, une personne sur 6 est victime de maltraitance. Pierre Tchernikov, c'est vous qui allez commencer. J'ai envie de vous demander à quel niveau doit-on agir en premier lieu pour lutter contre la maltraitance? D'abord, merci de cette invitation qui nous intéresse beaucoup et qui marque l'engagement du CINERPA sur cette thématique. J'ai envie de vous répondre sur 3 points et puis, après avoir écouté les échanges de cette journée, j'aimerais bien rajouter un 4e point, avec votre accord. Bien sûr, si ce n'est pas trop long. Alors, pour ce qui est des 3 points d'action, le premier, c'est prévenir, c'est la prévention. Et dans les propositions du CINERPA, on trouve beaucoup de propositions concernant les ressources susceptibles d'éviter la survenue de situations de maltraitance, dans un contexte professionnel, ça n'est que de celle-là qu'on parle, concernant des ressources humaines, concernant la formation, mais peut-être un point qui a été un peu discuté en début d'après-midi, prévenir les maltraitances, c'est aussi permettre que les professionnels qui interviennent aient du temps pour se concerter, et du temps pour discuter ensemble de la situation des résidents ou des personnes qu'elles aident. C'est très frappant pour moi, pour quelqu'un qui vient du champ de la santé et des soins, les différences dans l'organisation des pratiques professionnelles. Les professionnels de santé, ils ont du temps organisé pour échanger entre eux sur les situations de soins. Les professionnels du champ médico-social, ce temps-là, il court après. Il n'est pas organisé, il n'est pas structuré, il n'est pas institutionnalisé. Sans parler des gens dont on s'occupe, c'est pas possible d'éviter les maltraitances. Ça, c'est le premier point, c'est prévenir. Est-ce que c'est là une question de manque d'effectifs? Tout est lié. Ce temps, il faut bien le trouver quelque part. Mais faire le choix de dire les professionnels ne vont que faire les actes de soins ou d'aide et ne pas parler entre eux des problèmes rencontrés, c'est un choix qui ne peut conduire qu'à la survenue de situations de maltraitance. Et puis toujours dans les ressources, il y a la question qui a été évoquée d'ailleurs, je pense par votre président ce matin, qui est celle de la qualité de vie au travail. Des professionnels qui ne sont pas heureux dans leur activité professionnelle sont des professionnels qui ne peuvent pas être à toutes les minutes, à tous les endroits, bienveillants et bien traitants
vis-à-vis des personnes dont elles s'occupent. Donc ça, c'est le volet prévenir. Le deuxième volet, c'est le volet détecter. Détecter. Détecter, ça veut dire, avant que les situations prennent du corps, avant qu'elles soient l'objet de conséquences visibles par les intéressés, par les proches. Les premiers appelants qui nous sollicitent pour des situations de maltraitance sont les familles, qui disent « mon père, ma mère, voilà ce qu'on leur a fait, voilà ce qu'on leur a pas fait, etc. » Donc c'est repérer les phénomènes de maltraitance. Repérer, et les repérer avant que la mayonnaise monte. Et ça n'est pas le plus évident. Et ça n'est pas le plus évident, et c'est une compétence professionnelle délicate, parce que quand vous voyez quelqu'un qui va pas bien, il y a des tas d'explications, il n'y a pas que les maltraitances dans la vie. Les gens peuvent aussi être tristes, être désemparés, avoir des problèmes de santé, et les maltraitances, ce sont qu'une explication parmi beaucoup d'autres. Donc cette capacité à discerner qu'est-ce qui ne va pas chez quelqu'un et pourquoi ça ne va pas, c'est une qualité professionnelle qui aujourd'hui n'est pas enseignée chez les professionnels de l'aide ou du soin, qui nécessite des outils, et je crois que c'est une bonne chose que le ministre des Solidarités sollicitait la HAS à ce sujet pour identifier des outils qui permettent de repérer précocement ces situations. Et puis il faut que les professionnels aient du temps pour le faire. S'ils n'ont pas de temps pour le faire, ils vont aller au plus direct, ils vont faire l'acte de soin, mais le repérage de ce qui ne va pas, ils ne le feront pas. On rappelle évidemment que la maltraitance peut être inconsciente ou involontaire. Alors, vous avez raison de le souligner. Dans notre expérience, les maltraitances venant de professionnels à caractère volontaire, c'est une exception. C'est une exception. Dans le champ des professionnels de la santé et de l'aide, il n'y a pas de gens qui sont délibérément maltraitants. C'est une exception. Ça existe parce que dans tous les groupes professionnels, il y a des gens un peu à part. Mais d'une manière générale, c'est une exception. Et à cet égard, je dis souvent à quel point le mot négligence est un mot malheureux. Négligence en français, ça veut dire je prends mon travail par-dessus la jambe. Des professionnels de l'aide et du soin qui prennent leur travail par-dessus la jambe, on n'en connaît pas. Ou quand on les connaît, on les montre du doigt parce que c'est tellement une exception que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Et puis, la troisième chose à faire, et là on rentre dans quelque chose qui a été un peu amorcé en début d'après-midi, c'est il faut réagir. C'est quand ça arrive, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, il faut faire quelque chose. Et rapidement. Il faut faire quelque chose rapidement. Alors, réagir, je pense que c'est une bonne nouvelle que la Haute Autorité de Santé ait inscrit dans son référentiel d'évaluation externe l'idée de gestion des risques de maltraitance. Gestion des risques de maltraitance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avoir l'œil tous les jours, c'est-à-dire être attentif et avoir le temps de le faire à ce qui va et ce qui ne va pas chez les personnes dont on s'occupe. Bon, c'est cette attention, cette vigilance, et puis le temps d'en parler, ce temps de concertation dont les professionnels ont absolument besoin. C'est ensuite du temps pour analyser ce qui ne va pas et qui est validé comme n'allant pas bien. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Les explications sont multiples. La maltraitance au singulier, ça n'existe pas. Ce sont les maltraitances avec des causes, des facteurs explicatifs, des mécanismes qui sont extrêmement différents. Si vous ne consacrez pas du temps à analyser ce qui se passe, vous ne trouverez jamais de solution. Et le quatrième point? Toujours dans cette gestion des risques, il faut faire quelque chose. Une fois qu'on a compris, il faut agir sur la cause. Alors, le dernier point que j'ai cru bon, je l'ai mis en dernier pour pouvoir m'échapper si le propos est trop désagréable. Au vu des échanges de ce matin, il me semble que les acteurs privés, et j'ajouterais volontiers publics, du grand âge, nomment mieux les maltraitances. C'était impressionnant ce matin, le mot maltraitance n'a pas été souligné. On a dit à un moment donné, vous savez, le livre Les Fossoyeurs, on a dit le livre. Mais le livre de qui, le livre de quoi, c'était pas clair.
Alors, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que votre président avait avait mis en avant dans son référentiel une rubrique numéro 4 sur l'identification des maltraitances. Que j'ai rappelé. Ce qui est écrit, c'est l'identification par un organisme extérieur. Je pense qu'il n'y a pas de solution à la lutte contre les maltraitances qui ne passe pas par le fait de reconnaître que ça existe. Un professionnel du champ de l'aide ou du soin qui dit aujourd'hui les maltraitances dans mon établissement n'existent pas. Un professionnel qui dit moi vous savez je n'aime pas ce qui est négatif. Je suis pour positiver. C'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois ce matin, positiver. Mais parce que vous pensez qu'il y a un phénomène de déni autour de la maltraitance. Il y a un déni organisé, il y a un déni de la société vis-à-vis des maltraitances. Nous faisons partie des quelques pays développés dans lesquels il y a 0 chiffre sur les maltraitances. Je ne parle pas des chiffres de la Fédération, c'est des chiffres qui ne valent pas grand-chose. Bon, on n'en a pas d'autres. Très bien. Mais ça ne vaut pas grand-chose. La réalité du phénomène, on ne la connaît pas. Mieux nommer quelque chose que vous ne nommez pas, quelque chose que vous ne pointez pas, quelque chose dont vous souhaitez que ça n'existe pas, ça ne disparaîtra jamais, ça réapparaîtra périodiquement, par crise, et à ce moment-là, vous serez dans la panade pour réagir. Bien. Alors, on va y revenir. Annie de Vivi, j'ai dit que vous étiez directrice des formations Humanitude. Évidemment, quand on parle de maltraitance, à l'inverse, à contrario, on parle d'humanité et donc d'humanitude. Expliquez-nous juste en quelques mots, c'est quoi l'humanitude? Alors, l'humanitude, ça a été inventé par 2 enseignants d'éducation physique et sportive envoyés dans les hôpitaux dans les années 90 pour travailler et soutenir les professionnels sur la manutention des malades. En arrivant dans les services de soins, ils ont posé plein de questions. En fait, ils ont interrogé les situations de soins et ils se sont rendus compte de la rupture qui pouvait exister entre celui qui aide et celui qui est aidé. Ils se sont rendus compte que la situation de soins, elle posait plein de pièges, notamment le piège de la prise de pouvoir sur l'autre, par le simple fait d'être debout alors que l'autre est souvent assis, allongé, par tous ces pièges liés à la culture, liés à l'organisation, liés à l'histoire. Et donc, ils ont créé une philosophie de soins qui aide les professionnels à s'interroger en continu sur les gestes qu'ils mènent. Ça, dans l'humanitude, il y a deux jambes. Philosophie de soins, on s'interroge tout le temps, on se questionne. Et en parallèle, ils ont mis au point 150 techniques très opérationnelles de prendre soin pour permettre d'atteindre le bon niveau de soin qu'on essaye de trouver en philosophie. Et ça, ils se sont dit, est-ce que dans les établissements médico-sociaux, sanitaires, on pourrait déployer cette philosophie et ces techniques tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que ce serait possible? Et donc, avec les établissements pilotes qui déployaient ces enseignements dans leurs établissements, qui avaient constaté les effets positifs, eh ben, on a créé tous ensemble une association qui a créé le label Humanitude. Ce label est un outil ou est une mise en évidence d'une démarche de bientraitance très outillée, très dense, pour respecter les principes de l'humanitude. Alors, il faut en moyenne 3 ans pour atteindre le niveau du label, je crois. Une trentaine d'établissements aujourd'hui labellisés. Il y a eu des privés commerciaux, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Non, mais j'espère bien qu'en juillet, la prochaine visite de labellisation permettra d'avoir un nouvel établissement labellisé privé commercial. Ça a un coût en termes d'investissement de formation. Alors, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plusieurs coûts en fait. D'abord, la première chose, c'est de se dire, est-ce que je m'engage dans cette démarche-là? Est-ce que je rêve? Est-ce que ça sera possible que mon établissement respecte les principes que nous avons définis dans le label, qui sont, par exemple, ne plus jamais faire de soins de force sans abandonner les soins, vivre et mourir debout, permettre d'aider tous les habitants à être debout, 20 minutes par 24 heures, pour éviter la grabbatisation.
Ça va demander que l'ensemble des équipes en pluridisciplinarité, du petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant par tous les temps de soins, on va gratter quelques minutes, quelques dizaines de minutes qui vont faire que les personnes vont continuer de marcher, continuer de faire quelques pas, continuer d'être debout jusqu'au bout. Il y a en tout 500 critères dans le référentiel ensemble, Humanitude. On a réussi à mettre en bouteille en fait la maltraitance autour de ces grands principes, donc zéro soin de force, tendre vers zéro contention, report de soins, etc. Vivre et mourir debout. Respect de la singularité, c'est-à-dire respecter le domicile, respecter les choix, la sexualité, respecter l'intimité. Respecter l'ouverture sur l'extérieur, on est convaincu que si des regards extérieurs peuvent entrer dans l'établissement, c'est comme ça qu'on va pouvoir à la fois se ressourcer, mais en même temps être en confiance avec l'extérieur. Et un autre principe qui est le lieu de vie, lieu d'envie. Tout ça, on les a objectivés, détaillés, structurés avec les établissements pour les aider à maintenir leur niveau de qualité. Et en effet, ils mettent en moyenne 2, 3 ans, 4 ans pour atteindre le niveau du label et ensuite de le garder. Pour gagner du temps et aller plus vite pour le déploiement de cette démarche, l'association qui délabellisée milite pour que ces enseignements soient enseignés dès l'école. Parce qu'aujourd'hui, les établissements sont dans l'obligation de reformer toutes les professionnels. Ils doivent investir beaucoup d'énergie et de temps pour enseigner avant de pouvoir déployer et de prendre le temps de déployer. Ça pourrait aller un tout petit peu plus vite si ça pouvait être enseigné dès l'école. Est-ce que le label a des limites ? Ah bah oui, parce que la limite, c'est de ne pas le déployer. Mais sinon, on le déploie à domicile, dans le secteur du handicap, dans le secteur des personnes âgées, dans le secteur du sanitaire. En fait, les établissements eux-mêmes veulent afficher leur fierté. Ils veulent déjà se rassurer et structurer leur qualité de prise en soins. Donc, ils ont créé quelque chose qui est à leur image. Et puis derrière, ils veulent afficher à l'extérieur qu'une marque employeur est possible, que la qualité de ce qu'ils enseignent est suffisamment positive pour que quand on fait du bien à l'autre, on se fait du bien et on fait du bien à sa structure. Donc on espère comme ça essayer d'entraîner une démarche positive, mais vraiment, concrètement, sachant qu'elle est exigeante. Donc c'est un label gage de bientraitance. On pourrait dire, vous aidez les directions des établissements à être outillés pour mener la démarche et la tenir. Il faut la tenir sur la durée, évidemment. Bon, tous ceux qui veulent plus d'infos, évidemment, on peut en parler avec vous sur votre stand, un H-Village Humanitude, ici, dans l'espace exposant. Pierre-Yves Guyavarch, ACPPA, 42 EHPAD, 17 accueils de jour, 7 résidences autonomie, 2700 collaborateurs. C'est bon? Exactement. J'ai tout bon? Alors, on va rappeler que la réglementation est venue renforcer vos obligations en matière de communication des événements de maltraitance au CVS. Tout à fait. En 2022, on a vu émerger une nouvelle réglementation postérieure à la publication de l'ouvrage Les Fossoyeurs dans un laps de temps très court, entre février et avril, avec des nouvelles attributions du CVS, une définition légale de la maltraitance et un référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc un canevas assez dense sur un laps de temps très court. Et de notre point de vue, mais je sais qu'on est nombreux à partager cette opinion, très clairement, aujourd'hui, le CVS doit être informé des événements de maltraitance. Alors, ces attributions, elles peuvent être décrites de la façon suivante. Le CVS donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant l'établissement. On peut comprendre que la maltraitance en fait partie. Il est associé à l'élaboration et à la révision du projet d'établissement, en particulier la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Il est entendu lors de la procédure d'évaluation de l'HAS, il est informé des résultats de l'évaluation et il est associé aux mesures correctrices. C'est plus qu'un faisceau d'indices qui conduit aujourd'hui les gestionnaires à informer le CVS. Et l'HAS a mis la maltraitance au cœur de ces 18 critères impératifs. Et lorsqu'elle va entendre le CVS, elle va vérifier que ce dernier est véritablement en mesure d'exercer ses attributions et donc qu'il est bien informé
des faits de maltraitance et de la politique de lutte contre la maltraitance au sein de l'établissement. Ça devrait donner lieu à un guide, hein, tout ça. Oui, et je pense qu'il ne faut vraiment pas le considérer comme une contrainte, c'est au contraire un levier. La transparence est essentielle pour notre activité, on a subi un choc réputationnel. Restaurer la confiance de nos résidents, des familles, du grand public est un impératif, c'est un enjeu existentiel même pour notre profession. Et c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, à travers le référentiel HAS, on a un langage commun, des outils communs, une méthodologie pour faire glisser en quelque sorte ce débat sur la maltraitance d'un environnement un petit peu irrationnel et fantasmé à un terrain, le faire glisser vers un terrain plus rationnel où on mesure véritablement ce qu'est le phénomène de maltraitance dans les EHPAD. Mais dans le cas d'un groupe comme le vôtre, ça se passe d'abord au niveau de l'établissement. C'est pas au niveau du groupe, c'est au plus près. Oui, la maltraitance au sein du groupe ACPPA, mais dans tous les groupes, c'est avant tout au sein des établissements que cela se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est dans un établissement que la prise en charge bienveillante et bien traitante, l'accompagnement bien traitant et bienveillant d'une personne âgée se déroule. Donc c'est bien dans un établissement que la maltraitance intervient. Et on peut considérer que l'EHPAD ou le service à domicile aussi est véritablement le centre de preuve de la bientraitance et de la bienveillance. C'est là qu'on va décliner un plan de lutte et de prévention de la maltraitance, certes qui peut être conçu au niveau d'un siège, mais il doit ruisseler au sein de l'établissement jusqu'aux professionnels qui sont en contact direct avec le résident. Alors parlons des actions spécifiques que vous avez mises en place, vous, chez ACPPA. Alors, toutes les actions spécifiques que l'on a mises en place, elles visent à renforcer tout ce qui est relatif à la déclaration de la maltraitance. C'est cette première étape qui nous est apparue essentielle parce que c'est elle qui impacte sur l'ensemble du processus. Lorsque je suis un professionnel, je constate un fait qui peut se rapprocher de la maltraitance. Il faut bien évidemment, dans un premier temps, que je le détecte et que j'alerte. Et ce premier niveau de qualification est absolument essentiel. Si cette étape n'a pas lieu, rien d'autre n'a lieu. Et il faut aussi faire cesser le trouble. Alors de temps en temps, je suis en équipe et je peux avoir de l'appui. De temps en temps, je suis seul la nuit et je dois pour autant déclencher un certain nombre d'actions pour faire cesser le trouble. Donc vous protégez les lanceurs d'alerte? Comment? Vous protégez les lanceurs d'alerte? Alors ça, c'est absolument essentiel. Si je déclare un fait de maltraitance, c'est d'abord parce que je me suis approprié une politique de tolérance zéro. En général, sont énoncées par le groupe. Encore faut-il qu'il y ait une appropriation au niveau du collaborateur. Il faut que je me sente protégé. Pourquoi pas par tous les dispositifs de protection des lanceurs d'alerte. Il faut que je me sois approprié la définition de la maltraitance. La définition légale de la maltraitance qui est apparue en 2022, elle est très extensive. Oui. Elle sensibilise le professionnel sur le fait que la maltraitance, elle est physique, mais elle peut être aussi verbale. Elle peut être physique et psychologique. Ça peut être des actions ou l'absence d'action. Elle couvre un certain nombre de, d'aspects de la maltraitance qui étaient un petit peu des angles morts de ce dispositif. Et bien évidemment, il faut que j'ai une bonne compréhension des situations à risque. Il y a véritablement des étapes dans la prise en charge qui sont plus risquées en termes de maltraitance que d'autres. Ça, c'est absolument essentiel. Et ces trois premières étapes, elles sont, déterminantes. Toutes les autres étapes, j'aurais presque tendance à dire, peuvent faire l'objet d'une coopération étroite entre un siège, des experts, en communication, la direction des opérations, la direction qualité-risque, mais ces trois étapes sont propres quelque part à l'établissement. Et au niveau d'un établissement, ce qui est absolument essentiel, et on l'a dit ce matin, c'est que le directeur et son équipe de direction a un rôle central. C'est lui qui va déployer le plan de lutte et de prévention contre la maltraitance et c'est lui qui va traiter in situ les cas de maltraitance. Et il doit naviguer en quelque sorte entre deux balises. La première des balises, c'est la tolérance zéro, on l'a dit.
tout fait de maltraitance qui n'est pas traité immédiatement revient en boomerang avec un effet décuplé. Mais à l'inverse, le directeur, son équipe, et d'une façon générale, le groupe auquel il appartient, ne doit pas être dans la surréaction. Il ne faut pas que ce plan de lutte contre la maltraitance ou la réaction que l'on a à chaque fois que l'on traite un fait de maltraitance ait tendance à complètement déstabiliser une culture positive. On a vraiment aujourd'hui des métiers qui sont centrés sur l'humain, qui sont centrés sur une passion qui est créatrice d'imagination. On doit vraiment totalement préserver ce récit positif. J'ai entendu parler de récit positif. Sinon, on fait quelque part vriller la culture d'un établissement et, bien évidemment, on risque aussi des démissions ou alors une forme de retrait des salariés. Bien. C'est un sujet qui concerne autant les EHPAD que le domicile. Hein. Ça peut survenir bien sûr au domicile. Monsieur Tchernikov, comment traitez-vous les signalements qui remontent par votre plateforme ? Alors bon, c'est notre positionnement interne. La fédération est faite de centres animés par des bénévoles. Des bénévoles sont des personnes de bonne volonté qui ont une légitimité limitée et qui ont une compétence limitée. Ils sont formés, mais pour autant, ce ne sont pas des professionnels. L'intervention de ces bénévoles, quand ils sont au contact d'une situation de maltraitance, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe, de comprendre. Ces situations sont souvent complexes, anciennes, exprimées avec beaucoup d'émotions, c'est-à-dire avec peu de distance, donc c'est pas très facile de comprendre. C'est important de soutenir les gens qui sont souvent bouleversés dans ce contexte-là. Et notre intervention principale, c'est de proposer aux personnes qui nous appellent, soit les victimes, soit les témoins, de contacter, de prendre des contacts avec tel ou tel service qui nous paraît adapté à la situation. Par exemple, dans les situations qui concernent des maltraitances où sont impliqués des professionnels de l'aide à domicile ou des professionnels d'un établissement, notre premier conseil, c'est toujours parlez-en aux responsables du service, parlez-en aux responsables de l'établissement. C'est étonnant le nombre de situations où les gens qui nous appellent sont très émus et souvent très remontés, mais n'en ont pas parlé aux responsables. Comment peut-on croire qu'une situation dont le responsable d'un service ou d'un établissement n'a pas connaissance, comment peut-on croire que cette situation peut s'améliorer? Donc c'est avant tout une action de conseil et d'orientation. Si vous me donnez encore 30 secondes, peut-être oui, pas. Mais si je vous en donne 30, je pense que vous allez en prendre le double, au moins. Je voudrais juste clarifier un petit peu bientraitance, maltraitance. La bientraitance, ça n'est absolument pas le contraire des maltraitances. Ça n'est absolument pas ça. La bientraitance, c'est une compétence des professionnels qui s'occupent de personnes pour des soins ou pour des aides et qui leur permet d'apprendre comment adapter au mieux leur intervention aux besoins de la personne. C'est une compétence indispensable. On ne peut pas être un bon professionnel s'il n'y a pas cette compétence. Maintenant, vous pouvez voir les professionnels les mieux formés à la bientraitance. Si vous n'avez pas assez de professionnels, si ces professionnels n'ont pas le temps de parler ensemble des difficultés, s'il n'y a pas dans l'établissement ou dans le service quelqu'un pour écouter les situations qui posent problème, pour les analyser et pour donner suite, si la gestion du personnel en interne est défavorable, s'il y a un mauvais climat, si les gens ne sont pas heureux dans leur métier, il n'y a aucune chance qu'une formation, si excellente soit-elle à la bientraitance, marche. Et donc il faut bien sûr de l'extension des formations à la bientraitance, mais il faut aussi d'une autre main un dispositif qui permet de repérer quand ça ne va pas et de réagir. Alors on rappelle que sur les 50 000, parce que c'est aussi
pour ça, je vous posais la question, est-ce que ça a un rapport aussi avec les effectifs? Vous m'avez dit oui. On rappellera quand même que sur les 50 000 aides-soignants et infirmiers promis par Emmanuel Macron sur 5 ans, pour l'instant, en 2023, c'est 3 000. Hein, donc, pour l'instant, on est loin du compte. Annie de Vivi, le mot de la fin, vous voulez rajouter quelque chose en 30 secondes, vous aussi? En effet, la bientraitance, ça s'apprend. La bienveillance, c'est une des valeurs que tout le monde défend et que en effet, tous les professionnels défendent. En revanche, savoir prendre soin de personnes qui ont 7-8 pathologies, qui ont des maladies neuroévolutives, qui font des troubles du comportement toute la journée, là, il en faut des compétences. Il faut des savoirs, il faut accepter d'apprendre et de pouvoir mettre en œuvre des techniques et des savoir-faire qui vont vous soulager. Quand on découvre, enfin, quand les professionnels que l'on forme nous disent mais attendez, on va prendre soin avec vous de personnes et quand on a fini les formations, on a une baisse de 80% des troubles du comportement. Donc c'est bien la preuve que c'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons appris d'autres manières de faire, de regarder, de parler, de toucher, etc. dans le temps qui nous est imparti et on a pu le faire. Sauf que si, en effet, on n'admet pas ça et si on ne peut pas l'enseigner, c'est compliqué et il faut du temps pour le digérer, pour l'évaluer, pour l'accompagner. Mais franchement, ça vaut le coup parce qu'on en sort grandi et on en sort en se faisant du bien et en étant fier de son métier. Ça, c'est extraordinaire. Donc, merci. Pour en parler avec Annie de Vivi, stand H Village Humanitude. Merci à tous les trois. Merci Pierre-Yves Avarche, Annie de Vivi, Pierre Tchernikov pour ces pistes de réflexion. Merci beaucoup.